Waouh, j'avoue que j'ai encore un peu de mal. C'est toujours très émouvant de revoir cette scène. Quelle émotion! Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Nous sommes vraiment très heureux, Isabelle et moi, de vous retrouver en présentiel. Chers amis, merci d'être présents ce soir au Grand Palais éphémère pour cette nouvelle édition des ESG BPH, la 9e conférence de Swain Capital Partners en partenariat avec Change Now. Mais Jérôme, pourquoi cette année nous sommes ici en partenariat avec Change Now? Parce que, Isabelle, comme à chaque fois, notre objectif est de partager avec vous. Et quelle meilleure façon qu'en s'associant à un événement qui réunit les acteurs engagés d'un écosystème mondial. Quelle meilleure façon, finalement, de vous offrir une parenthèse dans vos vies professionnelles effrénées, pour une prise de recul, un accès à la connaissance et aux 1000 solutions. Alors effectivement, Jérôme, nous avons bien besoin de cette parenthèse dans nos vies effrénées professionnelles. Et il est clair qu'aujourd'hui, nous vivons un moment particulier parce que nous sommes confrontés à plus en plus de défis. Des défis déjà connus et qui s'accélèrent, et des nouveaux. Des nouveaux avec la crise sanitaire et malheureusement depuis février dernier, le retour de la guerre en Europe et ses impacts pour lesquels nous n'étions pas du tout préparés. Alors le premier de ces grands défis, et nous y reviendrons plus longuement ce soir, c'est le défi climatique, plus largement environnemental, et il y a désormais consensus. Un deuxième grand défi, conséquence directe du réchauffement climatique, c'est le défi migratoire que nous venons de vivre artistiquement il y a un instant. Merci infiniment aux danseurs Gabriel et Chris, à la violoncelliste Anne, je ne sais plus où elle est, la lectrice Sabine du poème Homme de la poétesse Warsan Shire, qui est somalienne, et au travers des propos de Sofiane Amar, fondateur de l'ONG Shams, qui œuvre en la formation des jeunes réfugiés du monde entier. Alors Sofiane, tu étais la voix off que nous venons d'entendre. Tu es quelque part, voilà, tu es là. Tu es dans le public avec nous ce soir. Donc vraiment, avec Jérôme, on voulait saluer le travail que tu fais tous les jours chez Shams parce que c'est vraiment remarquable. Et ça nous a beaucoup touchés. Et tu nous as confié notamment que tu étais sur le point de lancer un nouveau projet très ambitieux, lancer une école 42, donc sur le modèle de la franchise d'école 42 à Paris, pour former des réfugiés dans 2 pays du Sud. Sofiane, en tout cas, merci beaucoup. Tu l'as vu, l'émotion, elle est sincère. En tout cas, Sofiane, tu seras présent au cocktail et vraiment, je vous encourage à aller échanger avec lui pour discuter de ses projets. C'est incroyable. Alors, Sofiane, c'est aussi en découvrant ton travail, en discutant avec toi, en brainstormant, que nous avons décidé d'ouvrir cette soirée en traitant de ce sujet dur et toujours tragique des migrants. Avec tes mots, on a compris un peu mieux l'importance de ce défi migratoire auquel nous allons être confrontés de plus en plus, notamment lié au réchauffement climatique. Alors ce défi, il est colossal, il est peu encore pris en compte et il est à nos portes. C'est pourquoi il nous semblait absolument indispensable avec Jérôme qu'en parlant d'adaptation ce soir et en 2022, nous allions ouvrir ce sujet avec vous. C'était évident pour nous, effectivement, Isabelle, et on le voit bien, ces 2 grands défis se renforcent l'un et l'autre. Les défis migratoires trouvent aussi leur déséquilibre climatique, mais également les guerres. Tout cela se tient, tout interagit, avec un autre vrai sujet à relever, celui des inégalités face à ces défis. Et cela crée beaucoup de tensions. Oui. Et on peut donc se poser la question si ces crises sanitaires, ce retour de la guerre en Europe, ne risquent pas de mettre au second plan ces grands défis que nous devons gérer. Notre conviction est que ce serait une grave erreur et que cela nous laisserait dans une grande vulnérabilité. Notre conviction est qu'il faut adopter une approche systémique en s'adaptant, thème de ce soir, en prenant en compte 3 des paramètres rappelés par le GIEC. L'adaptation au changement climatique, l'adaptation aux pressions exercées sur la biodiversité, l'adaptation de nous, les hommes, et nos actions, quelles qu'elles soient. Alors, tu viens de mentionner le terme biodiversité. On parle de nature, mais de quoi parlons-nous exactement?
On sait qu'il y a des liens entre la biodiversité et le climat. On sait qu'ils sont nombreux, qu'ils sont complexes. Le changement climatique est notamment l'une des 5 pressions qui contribuent à l'érosion de la biodiversité. Les 4 autres sont la dégradation des habitats, les pollutions, les espèces invasives et la surexploitation des ressources biologiques. Le changement climatique et la perte de nature se renforcent mutuellement de façon négative. Et pourtant, nous savons qu'en sens inverse, les écosystèmes naturels peuvent véritablement atténuer et aider à s'adapter aux défis du réchauffement climatique. Alors en effet, on parle de plus en plus de solutions basées sur la nature. Exactement. Isabelle, pour en parler et aller plus loin sur ces enjeux de biodiversité, de biomimétisme, et nous apporter des réponses, nous avons le plaisir d'accueillir Kalina Raskin, directrice générale de Cybios, qui est le centre d'études et d'expertise dédié au déploiement du biomimétisme en France. Kalina. Bonsoir à tous, je suis absolument ravie et honorée d'être parmi vous ce soir. Un grand merci à Swen pour cette invitation sur cette scène absolument incroyable avec cette planète qui gravite derrière nous, cette si précieuse planète. Et peut-être une petite question avant de démarrer, juste pour me donner une idée. Qui a déjà entendu parler de biomimétisme jusqu'à... Pas mal. J'ai connu mieux, mais pas mal. Et donc, en guise de transition par rapport à ce que vous venez de dire, moi j'aime beaucoup cette image. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu cette image avec ces successions de déferlantes qui permettent de relativiser un petit peu les différents problèmes. Alors, je dis que j'aime beaucoup cette image, mais en fait, elle est absolument terrifiante, évidemment, cette image. Et si on parle beaucoup des 3 premières déferlantes, on parle quand même encore beaucoup trop peu de la 4e et qui est pourtant la plus dangereuse. Et l'ensemble des experts s'accordent à dire que cette 6e extinction de masse de la biodiversité va nous occasionner quand même de très grands problèmes. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette même biodiversité, comme vous venez de le dire, elle fait partie de la solution. Et on va voir pourquoi. Et je vais vous faire contribuer un petit peu et participer un petit peu, on va voir si vous êtes bons. Alors, à gauche, oui, c'est ça, oui. À gauche, je pense que tout le monde a reconnu le papillon, enfin j'imagine. Et c'est un papillon bien particulier, c'est le papillon Bombyx du mûrier, c'est le papillon qui est associé au ver à soie. Et il se trouve que le papillon mâle du Bombyx du mûrier, il est capable de détecter des phéromones femelles à une très grande distance. À votre avis, à quelle distance? En chair. Un peu plus fort, s'il vous plaît. 2 km, 5, 11 km. 11 km le record. Donc vous imaginez des molécules qui sont diluées dans une sphère qui fait 11 km de rayon. Eh bien, le papillon, il est capable de le détecter. C'est évidemment largement, très largement supérieur à ce qu'on est aujourd'hui en capacité de faire par les voies de technologie classiques. Et il est capable de faire ça grâce à son nez. Et à votre avis, il est où le nez du papillon? Sur les antennes. Effectivement, les antennes du papillon, elles sont recouvertes de toutes petites structures, des structures nanoscopiques. Et on s'est aperçu que c'est grâce à ces structures-là que le papillon il était capable de ces seuils de détection absolument remarquables. Et il y a aujourd'hui des instituts de recherche qui imitent ce processus-là. Alors on est très amateur par rapport au vivant, pour essayer de reproduire cette structure-là, cette capacité-là, avec les moyens du bord. Et avec des seuils de sensibilité bien inférieurs pour pouvoir essayer néanmoins de détecter des substances dangereuses, qu'elles soient pour l'environnement ou évidemment pour la sécurité. L'oiseau, parce que l'oiseau ça va encore, À votre avis c'est quoi comme oiseau? Alors j'ai entendu un faucon, c'est ça? Sérieusement? Avec un petit bec adorable comme ça, c'est un faucon? Non. Alors c'est dramatique parce qu'en fait c'est un oiseau, il y en a plein en ce moment. Non, c'est pas l'hirondelle, c'est l'autre. Le martinet, merci. Donc le martinet.
C'est révélateur hein, que juste le martinet qui revient tous les ans hein, au printemps, voilà, les gens ne le reconnaissent pas. Donc le martinet, il est capable d'atteindre de très très grandes vitesses, sans piquer, hein, contrairement aux rapaces et aux faucons. À votre avis, quelle vitesse il est capable d'atteindre? 180 km/h à peu près. Et j'aime beaucoup dire que c'est une motorisation en plus hybride sucre et graisse. Hein, voilà. Et donc il atteint ces performances-là juste avec du sucre et des graisses et en attrapant donc des petits moucherons à cette vitesse-là. Donc c'est un modèle remarquable de vol et qui inspire aujourd'hui hein, des objets volants pour pouvoir leur apporter à la fois plus de sobriété et plus d'efficacité de vol. Bon, la troisième image, bon là si vous trouvez, vous êtes vraiment très fort, c'est le squelette d'une éponge. C'est un squelette fabriqué en verre par une éponge, donc un organisme marin à température et pression modérée, hein, puisque c'est dans l'eau de mer. Donc c'est aux antipodes, évidemment, de la façon dont nous fabriquons du verre, où évidemment, on va utiliser des processus qui sont beaucoup moins doux que cela. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui largement utilisé. Hein, les chimistes ont imité ce processus-là. Et on a du coup la possibilité de venir fonctionnaliser le verre et donc d'apporter plein de propriétés au verre qu'on n'est pas capable de faire par les processus conventionnels. Et vous avez donc là du biomimétisme inside à peu près partout. À droite, bon là je ne vous fais pas l'affront quand même de vous demander ce que c'est le lierre. Et qu'est-ce qui fait super bien le lierre? Il s'accroche super bien. Et si vous remarquez, quand vous tirez en fait, sur le lierre, il vous reste toujours des fibres en fait. Hein. Vous arrivez à casser les grosses branches, mais il vous reste toujours des petites brindilles et surtout les petits points là, les petits points qui restent dans le mur. Et en fait, on s'est aperçu, je ne vais pas rentrer dans les détails, que c'est une des colles aujourd'hui biologiques les plus tenaces qui soient. Et pourtant, voilà, fabriqués dans des conditions douces et sans composés organiques volatiles qui aujourd'hui posent énormément de problèmes de pollution et notamment de pollution d'air intérieur dans l'ensemble des adhésifs que nous utilisons. Et aussi, voilà, triviale que soit cette espèce, aussi banale que soit cette espèce par rapport à notre environnement quotidien, eh bien, ça ne fait qu'une petite dizaine d'années que des industriels, des scientifiques, se disent tiens, je vais essayer de comprendre comment ça marche. Et ça ne fait que quelques années donc qu'on arrive à comprendre comment ça marche. Et donc le vivant, c'est une remarquable ressource en termes de R&D, puisqu'en fait le vivant, au cours de l'évolution, il a résolu à peu près toutes les problématiques qu'on se pose. Le vivant, c'est combien d'années d'évolution? Je rappelle juste que je vous parle de l'histoire la plus fondamentale, hein, qui est la nôtre, qui est l'histoire biologique. On est des tas de cellules en train de se parler entre nous, on est des amas de cellules en train de se parler entre nous. C'est quoi la date à peu près à laquelle l'humanité, pas l'humanité, mais la biodiversité est apparue? En ordre de grandeur, je ne vous demande pas un chiffre exact. Mais 4 milliards 4 milliards. 4 milliards d'années d'évolution. Homo sapiens, c'est 200 000 ans. Si vous deviez faire un Paris-Marseille à pied et que c'était l'équivalent de la distance de 4 milliards d'années, l'apparition de l'humanité, c'est à peu près le fond de la salle, voilà, en distance. Et l'ère industrielle, c'est même pas un pas, hein, en termes de rapport d'ordre de grandeur. Donc le vivant, il a un sacré temps d'avance sur nous en termes d'innovation et de R&D. Il y a combien d'espèces autour de nous? Pas d'individus d'espèces, en ordre de grandeur, pareil. On estime que c'est entre 10 et 20 millions en fonction des échantillonnages. Il n'y en a même pas 2 millions hein, qui ont été étiquetés, c'est-à-dire que des naturalistes ont dit toi, tu es différent d'une autre espèce que j'avais déjà identifiée. Une toute petite proportion d'entre eux qui sont étudiés par les biologistes et une infime proportion d'entre elles, de ces espèces, qui sont étudiées par les ingénieurs. Donc, ces prouesses du vivant, on ne fait que commencer à les exploiter, à les découvrir. Et donc, il y a une espèce d'Eldorado immense en face de nous. Et je vais vous donner quelques exemples de, justement, capacités absolument remarquables de vivant. Et donc, le vivant, j'aime bien dire que c'est 3,8 milliards d'années de R&D. Donc, quelques exemples absolument fascinants. Il y a des grands enjeux, un des grands enjeux, évidemment, de toute la transition écologique, ça va être le domaine de l'énergie. Et vous avez un processus naturel absolument remarquable qui fait rentrer toute l'énergie dans la biomasse terrestre, qui est évidemment la photosynthèse. J'espère que je ne vous apprends rien. Donc, toute la biomasse, donc toutes les espèces vivantes qui nous entourent, elles fonctionnent d'abord sur l'entrée primaire d'une énergie, qui est l'énergie solaire.
Donc on va simplifier par les végétaux, eux-mêmes consommés par des herbivores, eux-mêmes consommés par des carnivores, et puis ensuite tout ça se décompose dans un grand cycle. Mais l'entrée primaire d'énergie, c'est bien le solaire. Et donc on a la chance d'avoir en France parmi les meilleures équipes mondiales qui aujourd'hui essayent d'imiter le processus de photosynthèse, notamment à la fois pour la production propre et à haut rendement d'hydrogène, et également pour la séquestration et la revalorisation du CO2, puisque ce sont deux processus qu'on peut observer dans les systèmes biologiques. Un autre exemple sur la question de la perception, les capteurs, les senseurs. On est n'importe quelle espèce vivante, et notamment l'espèce humaine, on est bourré de capteurs et de senseurs, sinon de toute façon, on ne pourrait pas survivre. Et donc c'est sans surprise qu'un nombre croissant d'entreprises, de start-up, et là c'est des start-up, je vous ai mis de mémoire que des start-up françaises, que des start-up s'inspirent aujourd'hui de la façon dont le cerveau fonctionne, de la façon dont, donc ça c'est pour Another Brain, de la façon dont le nez fonctionne pour détecter les substances chimiques, ça c'est Haribal, ou encore comme la vision fonctionne, ça c'est Prophétie, pour pouvoir développer des systèmes de captation de l'environnement extrêmement efficaces et performants, et également très très sobres en consommation énergétique. Autre exemple, l'optimisation mécanique a plusieurs applications, donc un seul et même phénomène et principe biologique et plusieurs applications différentes. Le mouvement le plus courant que vous avez dans le milieu aquatique, c'est évidemment l'ondulation, parce que, voilà, évolutivement, c'est le mouvement qui est le plus efficace pour se mouvoir dans un fluide. Et à partir de ce principe-là, le même inventeur, qui est Jean-Baptiste Drevet, il est à l'origine de plusieurs applications différentes, par l'entreprise CoreWave. Donc ça, ce sont des membranes ondulantes qui vont pouvoir venir aider, en fait, c'est des pompes d'assistance cardiaque et améliorer la circulation. CoreWave, c'est la première entreprise qui est financée par le Fonds européen de l'innovation. C'est une entreprise française et c'est une entreprise du biométisme. Ilenergy, c'est une entreprise qui, elle, va développer des hydroliennes ondulantes. Et donc, c'est-à-dire comment récupérer l'énergie des courants marins en ondulant et non pas en faisant tourner des hélices. Ça a plusieurs avantages. C'est que c'est efficace à faible débit, donc vous pouvez les mettre en zone fluviale et proche des côtes. Et en plus, pour des raisons morphologiques évidentes, vous n'avez pas de risque de blessure de la biodiversité ou encore de modification des courants marins. Et enfin, voilà, dernière petite nez, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'entreprise Phoenix, qui, elle, va développer de la motorisation ondulante pour le nautisme. Et donc, on va changer les hélices, on va les remplacer par, cette fois-ci, des moteurs avec une membrane ondulante qui fait beaucoup, beaucoup moins de bruit, donc ce qui évidemment vient moins gêner la biodiversité sous-marine, et en plus, pareil, pour des raisons morphologiques, ne va pas venir les blesser. Alors j'aime beaucoup, beaucoup l'exemple d'Emarina. Emarina, c'est une entreprise qui a été créée par Frank Zahl. Frank Zahl, c'est un des premiers à être descendu dans les grands fonds marins. C'est un spécialiste des vers marins et c'est un des premiers à être descendu dans les profondeurs, dans les abysses, pour aller observer toute la faune qui se développe autour des grands fumeurs noirs. Et en fait, il a passé finalement les 10 années de sa vie à travailler sur un ver qu'il pouvait croiser tous les jours sur les places bretonnes, qui est ce petit ver qui va fabriquer, vous savez, des petits tortillons de sable. Et en fait, ce ver, il a la capacité de séquestrer dans son hémoglobine 40 fois plus d'hémoglobine que l'hémoglobine humaine. Elle est biocompatible avec l'homme et universelle. Donc évidemment, ça vient complètement révolutionner notamment la conservation des greffons. Et vous regardez dans les actualités que donc, non seulement il y a eu plusieurs greffes à succès avec des reins, mais avec également des visages, puisque là, on peut conserver ces greffons pendant plusieurs jours versus quelques heures. Titium, eux, ils travaillent sur un autre ver, mais qui a la capacité de coller des grains de sable entre eux grâce à sa salive, donc des grains de sable dans la mer, ce qui est à peu près, on va dire, les mêmes conditions physiologiques que dans un corps humain. Et donc Titium développe des colles chirurgicales disruptives qui permettent de faciliter la rémission post-chirurgicale. On revient dans le domaine de la gestion de l'information et du signal. Je vous ai parlé tout à l'heure des capteurs. Mais si vous regardez tous nos algorithmes un peu intelligents, typiquement tous ces logiciels et toutes ces applis aujourd'hui qui nous aident à faire de l'optimisation de trajet, et ben derrière, vous avez des mathématiques issues de l'observation des systèmes biologiques et notamment de l'intelligence des essaims, des fourmis. Je pense que tout le monde a déjà observé l'incroyable capacité des fourmis à pouvoir optimiser très rapidement, sans grande planification ni centralisation de cette décision, les trajets. Et bien ça a permis de développer toute une série comme ça d'algorithmes qui aujourd'hui sont exploités par des entreprises telles que Robios.
Et puis, toujours, si on revient sur cette question de l'information, il y a des Américains qui s'est amusés en ordre de grandeur à estimer combien de quantité d'ADN, l'ADN qui est l'unité de base aujourd'hui de stockage de l'information dans le vivant, évidemment. Ces Américains, ils ont estimé que si on devait conserver et stocker l'ensemble du savoir de l'humanité sur ADN, ça tiendrait dans 1 kg d'ADN. C'est-à-dire une brique de lait d'ADN suffirait à conserver l'ensemble du savoir de l'humanité. Et donc c'est sans surprise qu'un certain nombre d'entreprises, notamment l'entreprise DNA Script, développe aujourd'hui des systèmes à la fois d'écriture sur ADN et de codage et de stockage de la donnée. Donc là, je vous ai présenté que quelques tout petits exemples. Il y en a plein d'autres potentiels. Il y a toute une biodiversité à découvrir. Et donc, où est-ce qu'on en est en France? Alors qu'au niveau international, voilà, on va dire qu'il y a des grands pays leaders comme l'Allemagne, la Suisse. Et la France, elle a tous les atouts, j'ai envie de dire, comme dans un certain nombre d'autres domaines. Elle a toutes les compétences scientifiques et académiques qu'il faut. Et surtout, elle a un patrimoine naturel absolument exceptionnel. Qui dit biomimétisme dit connaissance et exploration de la biodiversité. Et la France, elle dispose de 10% de la biodiversité mondiale. Et elle a l'accès au second espace maritime mondial. Donc on a une ressource absolument inestimable pour pouvoir faire du biomimétisme. Et la structure que je représente, je suis directrice générale donc, du CBIOS, a pour vocation en France de pouvoir déployer à grande échelle cette approche, qui est une approche qui se veut absolument réconciliatrice. Notre vision est que le biomimétisme doit être une approche qui nous réconcilie avec le vivant et qui doit être donc porteuse d'une innovation avec, par et pour le vivant. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Kalina, merci beaucoup. On a tout compris du biomimétisme et source d'inspiration. C'est très, très, très intéressant. Peut-être pour Swen et tous les peut-être acteurs. Une future stratégie d'investissement. Exactement. Bien, maintenant, avec Isabelle, nous souhaitions vous proposer un focus sur 10 ans de tendance ESG dans le non-coté. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Chaque année, plus de 200 sociétés de gestion sont interrogées par Swen. Plus de 1500 actifs en infrastructure ou entreprises que Swen finance directement ou indirectement sont également interrogés. Donc, ce sont les entreprises européennes essentiellement. Et le tout est une base de données de plus de 600 000 données extra-financières que nous collectons depuis plus de 10 ans et qui nous permettent d'analyser les tendances, les points de rupture, de travailler sur du benchmark, répondre aux attentes de l'ensemble des parties prenantes et surtout de partager ces données, et c'est ce que nous allons faire avec Isabelle maintenant, partager ces données avec vous. Place au focus. Alors, sur les 10 dernières années, nous avons identifié 4 périodes. Avant 2015, l'ESG en est à ses débuts. Ah, il nous faut voilà, l'ESG, je me tourne. Voilà, l'ESG en est à ses débuts. Et là, vous le voyez sur ces chiffres, seulement un GP sur 3, une société de gestion sur 3 est signataire des PRI et une société de gestion sur 10 publie un rapport ESG. À partir de 2015, entre 2015 et 2018, dans la continuité de la COP21, il y a un phénomène d'accélération qu'on va voir dans un instant sur le slide suivant. Et là, on peut constater qu'il y a une période d'accélération dans l'intégration des enjeux ESG. Et on le voit avec les statistiques, puisque près de 70% des sociétés de gestion ont une politique d'investissement responsable. Près de 80% en 2018 sont signataires des PRI et plus de 80% ont mis en place des suivis d'indicateurs ESG. Donc il y a vraiment cette phase d'accélération entre 2015 et 2018. Et 2018 arrive. Merci, on est en phase, parfait. On entre dans une phase de structuration. 2018, c'est vraiment un pivot. Dans la suite du plan pour la finance durable de la Commission européenne, le non-coté se professionnalise. On assiste au déploiement des process ESG dans les investissements et également une certaine sophistication dans les approches. La priorité des sociétés de gestion est véritablement dans l'accompagnement de leur participation et
dans la mise en place de plans d'action ESG. Les chiffres issus de nos bases de données l'illustrent. Donc, 3/4 des sociétés de gestion intègrent des clauses ESG dans leur pacte d'actionnaires et 2/3 des sociétés de gestion interrogées déploient des feuilles de route ESG systématiquement pour les participations en portefeuille. Sur cette période, l'accent est mis notamment sur la prise en compte des enjeux climat. Donc c'est vraiment sur cette période-là qu'on voit monter le climat. On voit aussi monter l'investissement à impact. Le défi de la mesure, qui devient vraiment de plus en plus prégnant, et surtout de bien mesurer ses performances extra-financières, ses performances d'impact. On le voit, les sujets deviennent de plus en plus complexes et requièrent de plus en plus d'expertise poussée. Quant aux investisseurs institutionnels, eh bien, là aussi, on fait face à une montée de la sophistication en matière de ESG et d'impact. Et puis c'est 2021, le choc sur la finance. Alors, j'aurais presque envie de vous poser la question, qui se souvient du 10 mars 2021 ? Des mains levées quand même. Ouais, voilà. Moi, je m'en souviens parce que c'est à un jour de ton anniversaire. Donc, alors, sauf que c'est beaucoup moins festif. C'est la date d'entrée en vigueur de la première salve de réglementation ESG. Et c'est que le début. Et depuis, le tsunami réglementaire ESG, il déferle, il n'est pas terminé et il va transformer notre industrie. Alors, l'ESG, avant, c'était déclaratif. Depuis 2021, l'ESG, c'est impératif, c'est à la fois normé et obligatoire. Et les règles sont très précises, bien que encore instables, on n'a pas encore tous les textes, exigeantes, et elles sont très, très nombreuses. Donc nous découvrons véritablement la complexité de ces sujets. Et Isabelle, avec tout ce que tu nous présentes, si on devait retenir 3 messages clés pour agir. Tu me fais un petit challenge là. Bon, c'est facile. Alors, 3 messages clés. Donc le premier, ce serait de faire évoluer nos structures organisationnelles. C'est absolument indispensable, véritablement, d'intégrer l'ESG dans tous les métiers de l'entreprise. Le deuxième, ce serait d'internaliser l'ESG autant que faire se peut et externaliser plutôt sur des sujets pointus. Les cabinets de conseil, voilà, on va pas vivre sans vous, mais je pense qu'on a besoin de vous véritablement sur des sujets pointus. Et d'ailleurs, chez Swen, nous avons démarré avec... un demi. Voilà, un demi. ETP, et aujourd'hui, c'est il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est 8 collaborateurs qui sont dédiés à l'ESG, pas seulement pour faire de la due diligence, mais pour faire de la recherche et accompagner les entreprises, parce qu'on doit travailler de façon écosystémique. Et là aussi, les chiffres au niveau de la profession, donc ça c'est issu de la dernière analyse de la campagne de collecte de données, au niveau de vous, sociétés de gestion qui êtes dans la salle, en 2019, on avait 25% des sociétés de gestion interrogées qui avaient un responsable ESG à plein temps. 2 ans plus tard, la proportion a plus que doublé. Et on sait que c'est en train de continuer parce qu'on a une certaine guerre des talents, on va dire, dans ce domaine-là. Alors, le dernier des messages, tu m'as demandé d'aller vite, je vois que je suis proche du timing, c'est équipez-vous d'outils de mesure et d'approches fiables et dans la mesure du possible basées sur la science. On va en parler plus tard, mais chez Swen, nous avons choisi par exemple en 2019 d'adopter la NEC, la Net Environmental Contribution. C'est vraiment une métrique d'alignement de transition bas carbone basée sur l'analyse en cycle de vie. On ne va pas vous la détailler parce qu'elle est présente sur ce salon comme solution partenaire de Swen. Et normalement, Clément est aussi dans la salle et vous le retrouverez au cocktail, donc vous pourrez lui poser toutes les questions. Alors là aussi intéressant, en 2021, donc quand on a analysé les chiffres de notre dernière collecte de campagne de données ESG, 15% seulement des sociétés de gestion interrogées estiment qu'elles sont suffisamment équipées pour mesurer la performance environnementale de leur stratégie d'investissement. Donc on voit bien que là, on est face à un défi pour les années à venir. Alors, l'ESG, la RSE, la durabilité, parce que parfois on ne sait plus quel terme est soit dépassé, soit à la mode, mais en tout cas, peu importe le nom que nous retenons, en tout cas, c'est notre chemin, et c'est celui que nous avons choisi chez Swen depuis maintenant 10 ans. Donc, si vous voulez discuter avec nous des challenges qui se mettent en face de nous, on est ravis de pouvoir le faire avec vous. Donc sollicitez-nous
après cette conférence, bien sûr, et on pourra partager avec vous. Exactement, et le partage, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour qu'on progresse tous. Alors, comme nous venons de l'évoquer, cela fait plus de 10 ans qu'effectivement Swen est positionné sur le développement durable. Et pour répondre aux défis que nous venons de partager, Swen propose des fonds à impact sur des enjeux complexes en s'appuyant sur une expertise scientifique pointue, comme par exemple le fonds Swen Blue Ocean, dédié à la régénération de l'océan, en partenariat avec l'IFREMER, ou bien le fonds SWIFT, dédié à la décarbonisation du secteur du gaz. Et ces solutions de fonds à impact sont rendues possibles grâce à la coopération entre plusieurs acteurs, des acteurs économiques, financiers, scientifiques, industriels, chacun ayant besoin des autres, chacun ayant son rôle à jouer. Donc pour illustrer cela, nous vous proposons de passer désormais à notre table ronde entre sciences et finances autour de l'investissement à impact. Et maintenant, nous appelons nos intervenants à nous rejoindre sur scène. Merci. Oui, Pierre, vous êtes là-bas. Pierre et François, vous êtes là. Isabelle. Voilà, tous les deux ensemble. La science, le canapé de la science. Eh ben, Voilà. ouais, bah, tiens, installe-toi ici. Ouais. Exactement. Bonsoir à tous. Une présentation rapide de nos invités. Alors, du côté des acteurs financiers, pour représenter les investisseurs institutionnels, Carlos Aroro d'Alliance. Bonsoir. Bonsoir. Pour représenter les investisseurs du monde des Family Office, Benjamin Friedrich du Family Office Enoui. Bonsoir. Et enfin, pour représenter les épargnants particuliers, Eva Sadoun de la plateforme crowdfunding Lita.co. Bonsoir. Bonsoir. Du côté des acteurs scientifiques, Pierre Dubreuil, directeur général de l'Office français de la biodiversité. Bonsoir. Bonsoir. Et François Houillet, président directeur général de l'IFREMER. Bonsoir. Merci de votre présence à tous. Alors, merci beaucoup. Et comme on l'a vu précédemment, face à la réalité du changement climatique, la question de l'adaptation commence véritablement à prendre de l'ampleur. Alors, en début d'année, on a vu Antonio Guterres évoquer le fait que l'adaptation ne doit plus être la première moitié négligée de l'équation climatique. Donc, spontanément, notre première question est de savoir qu'évoque pour vous et dans votre métier, au quotidien, le terme adaptation par rapport aux grands défis évoqués, notamment environnementaux et de perte de biodiversité. Commençons par toi, Benjamin. Merci. Alors évidemment, en tant qu'investisseur à impact, déjà la biodiversité, c'est évidemment un enjeu majeur. Après, plus spécifiquement sur le thème de l'adaptation, je dirais qu'on va avoir besoin, nous, en tant qu'investisseurs généralistes, de s'appuyer sur la connaissance qu'on n'a pas. Hein, parce que par définition, en tant que bon généraliste, on est expert de rien. Et d'ailleurs, Kalina nous a bien rappelé notre ignorance tout à l'heure en introduction. Et donc, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de travailler en collaboration avec des centres de recherche. Avec des centres de recherche, avec le monde académique, des associations, des experts, etc. Par exemple, on travaille beaucoup avec l'ADEME, donc des agences nationales aussi, pour bien comprendre les enjeux et aller financer les structures qui traitent les vrais sujets. On se méfie beaucoup des fausses bonnes idées. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuitions qui s'avèrent en fait assez fausses. Par exemple, nous, il y a quelques temps, on avait regardé une entreprise qui crée une machine qui permet de collecter et de recycler les déchets plastiques à la surface des océans. Et il se trouve qu'on travaille beaucoup avec Plastic Odyssey, qui est une association que vous connaissez peut-être, qui travaille sur ces sujets, et qui avait publié justement une étude dans laquelle elle disait que oui, en effet, la pollution plastique dans les océans, c'est catastrophique pour plein de raisons, notamment la biodiversité, mais pas que, hein, au-delà jusqu'à la santé humaine. Mais que par contre, les déchets qui sont à la surface, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et que les déchets plastiques en surface représentent en fait moins de 1% de la pollution plastique des océans. Je crois que le chiffre exact, c'est 0,6%. Donc autant dire que le vrai enjeu sur ce thème-là, ça va être plutôt la pollution plastique dans les différentes strates des profondeurs des océans et pas forcément la surface. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire en surface, bien sûr.
Donc en direct, quand on investit donc en equity chez Enoui en direct, on essaye le plus possible de s'appuyer sur des gens qui savent, hein, parce que donc nous on est un peu limité puisqu'on est généraliste. Et puis en indirect, puisqu'on intervient aussi dans des fonds d'investissement, on va privilégier ceux qui ont des partenariats avec des centres de recherche, par exemple, comme vous le faites avec l'Ifremer. Et puis, peut-être pour compléter, finalement, un investisseur, on ne fait pas grand-chose, hein, on est pourvoyeur de capitaux pour des entreprises qui, elles, font des choses. Et donc, le sujet de l'adaptation dans notre métier de financement, ça va plutôt être l'enjeu de sélectionner des entreprises qui ont cette capacité d'adaptation. Parce qu'évidemment, quand on intervient sur du long terme, nous en equity, c'est plutôt 6-7 ans, on sait qu'une seule chose, c'est que tout aura changé, hein. On est en 2022, donc à horizon 2029, je crois qu'on est tous d'accord ici pour se dire qu'on ne sait pas du tout à quoi va ressembler la société, et le Covid nous l'a encore rappelé. Et donc, on va chercher des entreprises qui ont cette capacité-là d'adaptation, mais du coup, ça veut dire aussi de changement. Et en tant qu'investisseur à impact, ça pose une question, parce que comment s'assurer que l'entreprise qu'on sélectionne parce qu'elle a cette capacité à changer, comment s'assurer qu'elle va conserver sa mission d'impact ? Sur 6-7 ans, en fait, il y a une chose qu'on sait qui va perdurer dans le temps, sur la durée, c'est les dirigeants de l'entreprise. Parce que concrètement, on a un outil juridique très simple qui fait que le dirigeant ne peut pas quitter l'entreprise tant qu'on la finance. Donc ça, on le sait, les dirigeants restent. Ensuite, vous allez me dire, les individus changent aussi. Hein, comment on sera dans 5, 6, 7 ans, on ne sera pas forcément les mêmes. Et nous, on pense qu'il y a une chose qui va rester dans l'individu, ça va être ses motivations profondes et sincères, donc ses core values, donc ses valeurs fondamentales. Si vous quittez tout demain pour partir au bout du monde et que vous quittez votre famille, votre sphère professionnelle, on peut parier, je pense raisonnablement, sur le fait que dans 6 mois, 12 mois, 24 mois, vous aurez quand même conservé vos valeurs. Et donc, en fait, c'est là-dessus qu'on va mettre notre attention en tant qu'investisseur. Lors de la période d'instruction, donc de due deal, on va essayer d'utiliser ce temps d'échange qui est souvent assez resserré pour détecter ces valeurs-là, donc cette intention profonde des dirigeants, au-delà de ce qu'ils ont marketé. Parce que finalement, c'est pas forcément, alors pas d'ailleurs par manipulation, mais simplement parce qu'on n'est pas toujours conscient de ses propres valeurs. Et donc, on va essayer de gratter ça pour bien le comprendre et être sûr que l'entreprise va s'adapter, mais en conservant sa mission sociale. Alors Benjamin, j'ai forcément envie de me tourner un peu vers la science, hein, parce que François, là, peut-être comment réagir aux propos de Benjamin qui parle de l'accès à la science, à la connaissance, pour bien flécher ses investissements finalement, et comment l'adaptation chez l'Ifremer est gérée, voire adressée. Alors d'abord, merci pour être présent. Très heureux d'être partenaire de Sven Capital Partners au travers du fonds Blue Ocean. L'adaptation, ça a été bien montré au début, c'est de la réaction parfois. Et là, d'une certaine manière, la science, elle est peu présente parce que la réaction, elle est immédiate. Bon. Et notre rôle à nous, je crois que ça a été déjà évoqué, c'est finalement, quand il s'agit de comprendre le phénomène qui est à l'œuvre, qu'est-ce que c'est que la montée de l'océan, qu'est-ce que c'est que l'acidification de la mer, comprendre, mesurer, maîtriser la vitesse à laquelle ça se passe, comprendre aussi les impacts éventuels des innovations que nous allons générer. Par exemple, l'aquaculture peut être une réponse à un moment ou à un autre aux besoins alimentaires des populations. La pêche, moins aujourd'hui, puisqu'on surpêche. Vous l'avez évoqué, je crois, dans votre propos liminaire. Surexploitation menace la biodiversité. Donc l'aquaculture est une solution. Mais l'aquaculture n'est une solution durable, intéressante, que si on sait maîtriser les impacts de cette aquaculture. Donc, on peut avoir besoin de mesurer cela, et puis de compétences particulières, puis d'innovation. Et puis, par exemple, ça nous amène à contribuer, participer à une société comme Bioceanor qui va développer des travaux dans ce domaine-là. Donc, il y a toute cette chaîne de la compréhension des mécanismes et puis de la maîtrise des impacts. Après, il y a, dans notre métier à nous,
l'idée que quand on a des recherches intéressantes, elles peuvent déboucher effectivement sur des solutions. Alors ces solutions, elles peuvent être de nature différente, mais je ne vais pas redire ce qu'a dit brillamment tout à l'heure notre collègue du biomimétisme, mais quelques exemples quand même. On fait un concours d'innovation au sein de l'Institut, et puis pour accueillir des gens qui ont des idées, faire de la preuve de concept, et on a accueilli cette année quelqu'un qui travaille sur une archée, donc un micro-organisme des profondeurs qui est susceptible de produire de l'hydrogène sans produire de CO2. Alors on est en train d'optimiser, c'est pas encore opérationnel, mais voilà, là la connaissance, elle génère potentiellement demain, après-demain, une innovation dont il faudra vérifier après que quand on considère le cycle de vie global, elle n'a pas d'impact négatif, parce qu'évidemment, il faut faire ça. Voilà, donc ça, c'est un exemple assez particulier. Tout à l'heure aussi, à propos du biomimétisme, il y a une présentation là, de la mécanique ondulatoire, là, enfin, pas la mécanique ondulatoire physique, mais de l'ondulation. On a un collègue dans un registre complètement différent. On a accueilli, là aussi d'ailleurs, auprès de collègues, quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui a fait une sorte de nageoire qu'on peut coller derrière un navire pour optimiser sa propulsion et réduire et donc contribuer à la décarbonation. Donc pour nous, cette adaptation, elle est effectivement dans l'idée que les connaissances qu'on peut avoir dans le champ de la biologie, arquer des profondeurs, dans le champ de la mécanique, dans le champ de la physique de l'océan. Voilà, ces choses-là peuvent susciter des solutions pourvu qu'on arrive d'ailleurs, et c'est tout l'enjeu des partenariats qu'on a, à trouver les bons mécanismes pour interagir entre des chercheurs qui déplacent progressivement la frontière de la connaissance et puis des entrepreneurs, des gens qui ont des idées. Parfois, c'est les chercheurs qui vont aller porter leurs idées. Parfois, nous accueillons des gens dans nos laboratoires. Voilà donc quelques exemples d'innovation. Dernier exemple en termes d'adaptation, deux derniers exemples sur le changement climatique, puisque c'est quand même un sujet que vous avez évoqué. L'huître perlière en Polynésie française est soumise au réchauffement global. Enfin, les lagons sont soumis au réchauffement global. Et donc là, pour nous, l'adaptation, c'est de voir si dans les huîtres perlières, il y a des variants qui portent des gènes qui favorisent l'adaptation de ces espèces, à la fois à la montée de la température et éventuellement une légère acidification. Donc là, on retrouve des recherches en biologie finalement assez classiques qui sont menées. Et puis un autre sujet d'adaptation, c'est qui dit changement climatique, qui dit migration des espèces de poissons. C'est moins critique que ce que vous avez présenté au départ, mais donc déplacement des aires qui sont pêchées, déplacement des métiers. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'étudie, qui se modélise, qui s'observe, qui se quantifie. Alors ça donne lieu à des formes d'innovation ou de solutions qui sont de nature complètement différente. C'est pas de la biologie, c'est pas de la biotechnologie, c'est pas de la mécanique, c'est quelque chose de complètement différent. Mais c'est essentiel, par exemple, pour avoir une politique des pêches qui soit durable dans la longue durée. Oui, d'accord. Merci François. Et pour vous, Carlos, côté assureur, une réaction à ce que vient de dire François et comment se traduit l'adaptation pour vous? Pour Alliance France, je vais vérifier que je ne suis pas en mute non plus. Bon, l'adaptation chez Alliance France, il y a plusieurs volets à prendre en compte. On est d'un côté investisseur, et c'est le département où je travaille, plutôt dans la partie investissement. Et il y a aussi la partie assureur. Donc, il y a des nouveaux risques qu'il faut prendre en compte. Et pour nous, on est impacté par les deux côtés. En tant qu'assureur, on peut assurer une maison, mais on peut aussi financer l'entreprise qui fait la construction de ces maisons. Donc, s'il y a un problème dans ces maisons, on va être impacté par les deux côtés. Je pense toujours à une photo que j'ai vue sur National Geographic où il y avait une plage en Floride où l'ouragan Michael avait passé en 2018 et tout le reste des maisons étaient complètement dévastées par l'ouragan. Mais il y avait une maison qui restait presque intacte au milieu, qui avait été construite pour supporter des vents de plus de 300 km/h. Donc, ça a résisté complètement l'ouragan. Et là, on s'est dit, ça, c'est un très bon exemple d'adaptation. Pour un assureur, vous pouvez imaginer que les dommages qui vont être payés sont beaucoup moindres. Donc, il y a un intérêt aussi pour les clients et aussi pour nous en tant qu'assureur. Mais en même temps, en tant qu'investisseur, la valeur de cette maison, même si elle n'a pas été trop détruite, elle a complètement tombé en valeur.
parce qu'il y a une adaptation individuelle qu'on peut faire, mais s'il n'y a pas une adaptation collective, et la perte de valeur est énorme. Donc, c'est important que quand on travaille en tant qu'acteur assureur et en même temps dans la partie financement, qu'on prenne en compte les deux côtés, parce qu'à la fin, c'est un impact qui va être assez fort. Tu évoquais aussi, Isabelle, le tsunami de régulation qui vient d'arriver. Tu as évoqué le 10 mars comme le point de bascule, mais il y avait aussi le 1er janvier de cette année concernant la réglementation taxonomie. Le deuxième objectif de la taxonomie, c'est l'adaptation. Donc ça veut dire que pour la Commission européenne, ça a été important de ne pas uniquement promouvoir l'atténuation au changement climatique, mais il y a d'autre côté des actions pour promouvoir l'adaptation. Même si dans le premier objectif, il y a une base qui est beaucoup plus claire en termes de sciences, on sait que maintenant, toute production d'électricité avec plus de 5 grammes de CO2 par kilowattheure est durable, selon la Commission. Et après, il faut passer par différentes mesures. Sur la partie adaptation, quand on lit la différente évaluation qu'il faut faire pour chaque classe d'actifs, elle est complètement différente et générique. On ne peut pas adapter une forêt comme on va adapter une maison. Pour le forêt, il faut choisir les arbres corrects qui vont s'adapter à un scénario de 2 degrés, 3 degrés, d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, pour éviter une sécheresse qui peut causer un incendie. Et de l'autre côté, une maison, il faut l'adapter à travers des changements de matériaux. Donc là, il y a beaucoup d'entreprises qui développent des solutions pour l'adaptation des matériaux, beaucoup de startups qui développent des bonnes solutions. Et ce sont les types de solutions qu'on cherche en tant qu'investisseur dans ces moments. On n'investit pas en direct, on investit à travers des partenaires, vous le savez bien, parce qu'on est côté asset owner, désolé pour l'anglais. Mais c'est l'ESG chez nous et l'adaptation et même l'atténuation du changement climatique fait partie de notre engagement de devenir neutre en termes de carbone d'ici 2050. Donc, on doit créer des cadres d'évaluation pour les différents fonds où on investit afin de s'assurer que le partenaire avec qui on travaille respecte aussi nos règles et s'adapte dans le processus de faire un processus d'adaptation correct et en même temps de nous aider à nous-mêmes de faire cette atténuation au changement climatique. Pour le moment, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Écoute, Carlos, c'est très riche, à la fois la vision assurantielle et la vision réglementaire. Alors, j'ai envie de me tourner vers toi, Pierre. Finalement, tu as entendu un peu ces premières interventions. Comment ça se passe au niveau de l'Office français de la biodiversité en matière d'adaptation et qu'est-ce que tu as peut-être envie de partager avec nous en ayant écouté ces premiers propos? Tout d'accord, merci de m'avoir invité et ce que j'entends est très intéressant. Nous, à l'Office français de la biodiversité, modestement, notre rôle, c'est d'accompagner tous les acteurs qui cherchent à développer les solutions fondées sur la nature pour remédier aux effets et aux causes de l'érosion. L'érosion, c'est un faible mot, hein, de l'effondrement de la biodiversité que nous connaissons et que tu as listé tout à l'heure, que l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, a documenté. Donc nous, on est là pour accompagner, encourager, faire le lien entre changement climatique et biodiversité aussi. Et moi, ce que j'ai entendu et ce qui me conforte aussi dans la conviction que nous avons à accompagner les acteurs, c'est que d'abord, les solutions fondées sur la nature, c'est faire confiance à la nature, c'est-à-dire faire confiance dans son potentiel de résilience pour s'adapter aux effets du changement climatique qui sont, qu'on connaît. Je vais donner 2 ou 3 exemples. C'est aussi faire confiance dans la capacité de l'homme à innover. C'est-à-dire que ce n'est pas opposer la nature et l'homme. Et à l'OFB, notre ADN, si je puis dire, c'est faire en sorte que l'homme et la nature refassent équipe ensemble. Et pour ça, il faut faire confiance dans l'innovation. Mais une innovation qui soit tournée vers la résilience et la capacité de la nature. Et comme l'a dit François, pour ça, il faut la comprendre, la nature. Kalina l'a dit tout à l'heure, ça nécessite de s'appuyer sur la connaissance, sur de la donnée, sur de la recherche, la data, que ce soit pour le milieu océanique, pour le milieu terrestre, milieu marin, le milieu aquatique. Et à l'OFB, on n'est pas sectaire parce que nous, on s'intéresse à tous les milieux. C'est aussi le sens de la création de cet office il y a 2 ans. Donc, si vous voulez, c'est possible de s'adapter. Nous, c'est ce qu'on montre. 3 exemples. En ce moment, avec la vague de chaleur qu'on connaît, il y a des îlots de chaleur urbains. Donc,
comment s'adapter à ces îlots de chaleur urbains en désimperméabilisant les villes, parce que évidemment l'autre face, c'est qu'il y a des inondations, il y a des coups de chaleur, il y a des inondations, donc il faut à la fois désimperméabiliser les villes et les végétaliser. Comment on fait? Un exemple qui relie par exemple innovation et adaptation. Il y a des bétons qu'on appelle des e-concrete, qui sont des bétons poreux qui laissent passer l'eau et qui évitent d'avoir des épisodes dans des villes qui sont dramatiques, hein, qu'on connaît parfois et qu'on voit en France comme ailleurs, et qui permettent aussi, grâce au talent des architectes urbanistes, d'aménager la ville différemment pour qu'elle s'adapte aux effets du changement climatique dans ces mégapoles ou ces grandes villes comme Paris, et en même temps qu'elles permettent de trouver une meilleure résilience pour absorber l'eau, pour faire en sorte que les micro-organismes passent dans les sols, ce qui n'existe pas assez aujourd'hui. Deuxième exemple, plus rural, pour s'adapter aux effets de la sécheresse, des sécheresses que nous allons malheureusement connaître bientôt en France, c'est planter des haies. Alors ça paraît bizarre, hein, mais les haies, c'est une infrastructure de biodiversité, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a plutôt disparu. Il vous suffit de survoler la France, vous allez voir que les haies, avant, ce n'était pas simplement un élément de paysage. C'est une infrastructure, pardon d'utiliser ce mot techno, mais enfin c'est quelque chose auquel on est tous attachés, mais qui a une valeur pour lutter contre le changement climatique et ses effets, parce qu'elle limite l'assèchement par des barrières de vent, contre le vent. Elle limite aussi les effets en abritant au passage une faune qui permet de redensifier finalement la vie, le vivant non humain dans les campagnes, et de refaire naître des espèces qui sont en voie de disparition ou de les redévelopper. Donc les haies et l'agroforesterie, c'est un élément qui rend service aux vivants, à la biodiversité, tout en luttant contre le changement climatique. Enfin, dernier exemple, les zones humides. Alors les zones humides, c'est quoi? Les mares, les étangs, enfin des choses, on se dit, oui, c'est autour de nous, quoi. Mais non, en fait, ça a disparu à 60% depuis 40 ans sur la surface du territoire français, 60%. Bon. Eh bien, comment vous pouvez, vous, dans vos projets, j'entends hein, ce que vous dites, restaurer des zones humides, c'est donner la chance à une solution qui permet de restaurer des milieux naturels, mais surtout aussi de lutter contre l'effet du changement climatique. Une zone humide, elle permet de diminuer la température. Si vous supprimez les zones humides, les degrés, et on sait que le GIEC alerte, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez les chiffres, plus il y a de zones humides, plus vous aurez des amortisseurs finalement d'augmentation de la température. Et ça, comment restaurer une zone humide? Je ne veux pas vous rentrer dans le détail, mais c'est possible. Et c'est possible, ça permet de lutter à la fois contre le réchauffement et contre les inondations. Pour terminer, juste quelques chiffres, parce que je sais que vous êtes attachés aux chiffres aussi ici, mais aux USA, par exemple, il y a une tempête, un ouragan qui s'appelle Sandy. Eh bien, il a été évalué que grâce aux zones humides côtières du nord-est des États-Unis, on avait économisé 625 millions de dollars de dommages grâce à la présence de ces zones humides. Et 11% d'inondations en moins grâce à la présence de ces zones humides. Donc les conserver, les restaurer, c'est un impératif et c'est une solution qui existe naturellement. Les mares et les étangs, il faut juste permettre qu'ils existent. Il ne s'agit pas d'en créer des artificiels. Voilà, donc ça, c'est notre rôle à l'Office français de la biodiversité. On a pour ça un programme qu'on pilote qui s'appelle Artisan. C'est un acronyme un peu compliqué que je ne développerai pas. C'est un programme LIFE au niveau européen avec une vingtaine de partenaires. Et c'est un programme qui est destiné à faire levier, à accompagner, à impulser. Donc évidemment, avec vous, investisseurs privés, on est à l'écoute de vos intentions, parce que je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble pour développer ces fameuses solutions fondées sur la nature et nous adapter aux effets du dérèglement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Écoute, merci Pierre. Merci. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble, c'est effectivement. Alors, si on regarde maintenant du côté des particuliers qui font confiance à leurs conseils, qui peuvent parfois être très loin de ces sujets-là. Pour toi, Eva, qu'en est-il de l'adaptation? Justement, en fait, il y a une vraie révolution, même plus qu'une adaptation, parce que c'est vrai qu'on se rend compte effectivement que les particuliers, eux, ont
les plus conscients, hein, effectivement, de ces, parce que c'est pas des organisations, je veux dire, il n'y a que leur propre morale ou leur propre éthique sur laquelle ils doivent travailler à partir du moment où ils ont fait le chemin et ils sont prêts à participer à cette transition. Ensuite, de quels outils sont vraiment à leur disposition pour pouvoir faire en sorte que notamment la finance et l'économie s'adaptent à ces grands mouvements, à cette grande transformation. Et c'est vrai que quand ils se rendent compte et quand ils prennent conscience de ces enjeux, ils ont beaucoup de mal à passer à l'action parce qu'il y a peu de choses à leur disposition pour réellement faire ce passage à l'action. Les particuliers, l'épargne du grand public s'est construit autour de dogmes sur le risque, le rendement, qui sont quand même assez conservateurs. C'est construit aussi autour pas d'une gamification, mais en tout cas d'une massification des produits d'épargne, notamment des fonds de pension, qui a fait que l'essentiel de l'épargne aujourd'hui est redirigé davantage sur les marchés plutôt que notamment vers les innovations que vous portez, que ce soit les innovations dans le mimétisme ou en faveur de la biodiversité, etc. Et ils ont été un peu mis sur le palier justement du choix intelligent en matière d'investissement. Et nous, on a eu envie de les faire participer en fait à cette transition en leur offrant des possibilités d'investissement qui étaient aujourd'hui dans lesquels ils ne pouvaient pas réellement investir, ou des techniques en fait, d'investisseurs qui ne sont réservées qu'à une élite ou à des investisseurs institutionnels. Et c'est pourquoi en fait, on a travaillé sur l'ITA.co depuis 7 ans, qui est finalement un outil d'investissement dans les énergies renouvelables, dans le logement social, dans les innovations écologiques, dans la tech for good, dans tout en fait l'économie finalement non cotée, hein, celle dans laquelle vous investissez, mais auxquels les particuliers en fait n'avaient pas accès jusqu'à maintenant. Donc effectivement, ça fait 7 ans qu'on fait ça en France, en Belgique, en Italie, Luxembourg, et qu'on souhaite développer ça sur l'ensemble de l'Europe. Et on ne s'est pas arrêté là. On s'est dit, bon, quels sont les autres leviers de transition de réel impact, hein, parce que dans la finance verte, il y a à boire et à manger. Et on s'est posé la question de qu'est-ce qui pouvait créer de l'impact. Est-ce que c'est finalement reproduire des techniques finalement d'investissement classique quand on dit que la finance doit s'adapter? C'est une vraie révolution en fait qu'elle doit vivre, la finance, parce qu'elle ne s'est pas construite pour être capable d'affronter ces transitions. Elle s'inscrit sur des marchés qui ont une logique malheureusement un peu trop court-termiste, alors que les enjeux notamment sociétaux doivent se construire plus sur le long terme et pas sur des modèles économiques court-termistes. Elles se sont construites même parfois sur des enjeux de rentabilité qui sont même contre-productifs, par exemple par rapport à l'économie. Pour donner un exemple très concret, là on l'a vu pendant la crise Covid, que notamment l'AMF avait banni énormément d'opérations qui se font normalement sur les marchés, comme le pari à la baisse typiquement sur une action, ou tout plein de techniques en fait de trading, de fréquences, etc., qui sont le reste du temps utilisées pour créer de la rentabilité sur les produits financiers. Et en fait, voilà, il y a des mécaniques en fait aujourd'hui sur les marchés financiers qui sont un peu contre-productives. Et en même temps, il y a des gros actionnaires institutionnels qui aujourd'hui sont actionnaires des grandes entreprises internationales, qui sont celles sur lesquelles on va devoir voir des pivots, les énergéticiens, les industriels, etc. Si on ne voit pas de pivot à ce niveau-là, on peut continuer à travailler dans notre coin, mais on n'arrivera pas à voir une réelle transition. Et on a vu une technique. Eva, j'ai envie de juste t'arrêter sur ce point. Tu peux parler de ce que vous avez préparé sur Total ? Ça tombe bien, parce que j'allais aller dessus. C'est bien que j'ai bien réussi ma transition. Mais merci de me poser la question. Donc, effectivement, on s'est dit, voilà, ces techniques d'engagement actionnarial, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des techniques d'investissement responsable qui permettent, plutôt que de se dire on va exclure les secteurs qui nous semblent les plus carbonés ou les plus destructeurs, on va plutôt prendre des participations et utiliser notre droit de vote pour justement faire infléchir la stratégie d'une entreprise très carbonée, par exemple, vers une entreprise qui va se décarboner. Et on s'est dit, ces techniques, quand même, elles sont incroyables, mais elles ne sont réservées qu'à des investisseurs institutionnels qui sont parfois dans des... ils ne sont pas nécessairement toujours maîtres, finalement, de leurs décisions. Et comment on fait ? On va offrir cette technique à des particuliers, et on va prendre un exemple très concret qui est l'exemple de Total, qui aujourd'hui est l'investisseur majoritaire d'un projet qui s'appelle EACOP, qui est un des plus gros pipelines entre l'Ouganda et la Tanzanie, plus de 1400 km, qui a exproprié 100 000 personnes, qui a déforesté alors là on parle de biodiversité, donc l'Ouganda et la Tanzanie, dont la biodiversité est vraiment leur gagne-pain, leur moyen de survivre, et même qu'ils entretiennent et qu'ils chérissent, à la différence parfois des pays occidentaux qui n'ont pas toujours chéri leur biodiversité, en fait vont se voir raser la moitié de leur état. Et pourquoi ? Pour un projet d'extraction de pétrole, à l'heure où le GIEC nous dit qu'il ne faut pas sortir le pétrole du sol. Et on s'est dit, on va utiliser cette opportunité de l'Assemblée Générale de Total du 25 mai pour permettre aux particuliers
déjà de pouvoir analyser leur exposition justement à l'actionnariat Total. Donc avec notre application Rift qu'on a développée, qui est en aparté une application qui permet d'évaluer l'impact des produits d'épargne sur la biodiversité, sur le climat, etc. On s'est dit avec notre application Rift, on va leur permettre de faire de l'engagement actionnarial et donc de faire en sorte que Total arrête ce projet EACOP et que du coup les particuliers demandent à leur asset manager, demandent à leur gestionnaire d'actifs, pardon encore pour l'anglicisme, de voter contre la stratégie de Total qui est expansionniste. Et aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle qui est qu'il y a un groupe d'investisseurs institutionnels composé notamment de Mescart, de Sycomore, de Rothschild, etc., qui va voter contre le plan expansionniste. Nous, ça fait 3 semaines du coup qu'on collecte les intentions des épargnants individuels. Plus de 30 000 personnes à travers différents canaux ont demandé à leurs gestionnaires d'actifs de voter contre ce plan expansionniste. Donc on attend maintenant la réponse des gros gestionnaires d'actifs et on espère pouvoir réfléchir. Il y en a quelques-uns dans la salle. Pour ceux qui nous écoutent, voter contre le plan expansionniste de Total le 25 mai, ça c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne. Et voilà, c'est à peu près tout. Eh ben, écoute, c'est très bien, merci. L'application Rift, tu auras l'occasion d'en reparler tout à l'heure lors du cocktail. Mais en tout cas, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, si nous comprenons bien, il y a la nécessité absolue de la bonne connaissance entre les différents acteurs scientifiques, les acteurs financiers. Ça, je crois que de ce côté-là, on est tous d'accord. Alors si aujourd'hui nous avons une meilleure connaissance sur le climat, en revanche, sur la biodiversité, cela démarre à peine, notamment dans le secteur financier. Alors certes, poussé par la réglementation, mais effectivement, on l'a rappelé, loin de maîtriser le sujet, et Kalina tout à l'heure a nous expliqué tout ça. Alors que vous, scientifiques, effectivement, vous êtes des experts et effectivement, en vous écoutant, on le voit parfaitement. Mais concrètement, côté Ifremer et Office français de la biodiversité, quelles sont vos actions pour que les enjeux de la biodiversité soient pris en compte par tous les acteurs économiques que nous sommes? Peut-être Pierre? D'abord, je voudrais féliciter Eva parce que son action, il se trouve que je connais bien les projets ougandais de Total et que j'ai œuvré dans une vie antérieure à protéger les chimpanzés qui sont assez nombreux en Ouganda, et d'une scientifique qui s'appelle Sabrina Krief qui travaille à l'interaction entre les populations, ces animaux magnifiques, sauvages, qui sont menacés d'érosion et même de disparition dans certaines forêts à cause de certains projets de Total, et en développant des luttes contre le braconnage et des projets économiques viables. Donc je trouve que je trouve ça formidable de montrer à quel point les acteurs financiers privés, individus, actionnaires peuvent agir sur le cours des choses. Enfin, je regarderai ça de près. Pardon, c'était une digression. Mais on est là en table ronde. Donc, on est en table ronde. Exactement, tu fais très bien. Bon. Voilà. Comment on fait, nous il faut reconnaître quand même que la finance a un temps de retard. Dans les questions de biodiversité et climat, on l'a vu tout à l'heure dans votre présentation de l'OSG, on voit que c'est monté. La biodiversité, il y a un temps de retard. C'est pas facile, la biodiversité, parce que c'est pas quantifiable de la même façon. Je vois qu'il y a eu des tentatives d'évaluer le coût. Il y a eu le rapport Stern de la Banque mondiale, puis depuis, il y a des tentatives. Il y a même une initiative américaine qui a évalué le prix de 4000 écosystèmes. On dit que l'océan, c'est la 7e économie du monde. On dit que les écosystèmes représentent 1,4 du PIB mondial. Bref, on documente plein de choses. Mais il est difficile de chiffrer le prix de l'inaction. Ça, c'est difficile à chiffrer. Alors, il y en a qui essayent. Donc, en fait, nous, modestement, notre rôle, c'est de convaincre les entreprises, les acteurs financiers, de 2 choses. D'abord, pourquoi il faut investir dans la biodiversité? La première, c'est que nous sommes dépendants, tributaires de la biodiversité. Ça s'explique. C'est pas très simple, ça s'explique que la biodiversité, contrairement au climat, question dynamique, d'interdépendance. On peut parler d'indicateurs aussi, c'est un peu moins simple que la tonne de carbone et les degrés. Mais nous, on est là donc pour convaincre que, les acteurs financiers et économiques sont dépendants. On a fait une étude à l'OFB avec l'AFD, avec la Banque de France, qui montre que 42% des actifs financiers dépendent d'un écosystème, au moins. 42. Et que donc, en fait, vous êtes juste assis sur une branche qu'on est en train de scier, quoi. Donc, et qu'est-ce qui est derrière si on n'agit pas? C'est la stabilité du système économique et financier. Donc, c'est pas pour faire peur, c'est juste que c'est documenté scientifiquement. Il y a des gens sérieux qui travaillent dessus et qui peuvent vous l'expliquer. Deuxièmement,
expliquer cette dépendance, c'est aussi dire qu'on est tributaire. Alors, vous parliez de guerre tout à l'heure, du contexte de guerre. Par exemple, la production alimentaire mondiale, elle est directement tributaire des pollinisateurs. Vous savez, on voyait Petite Bête tout à l'heure, bah, les abeilles, mais il y en a d'autres, des pollinisateurs, il y en a beaucoup. Eh bien, ça a été chiffré. Par exemple, que les pollinisateurs, j'ai le chiffre, ça fait quand même un peu peur, leur valeur annuelle dans le modèle alimentaire, de production alimentaire, c'est entre 225 et 577 milliards de dollars annuels. Donc ça peut se chiffrer. La dépendance, elle se chiffre. Donc ça, c'est le premier volet. Et nous, on essaie de convaincre, d'accompagner, d'expliquer. Et on est là pour vous aider, vous, investisseurs, à le documenter, à le comprendre et à le faire partager. Deuxièmement, et c'est moins punitif, si j'ose dire, c'est de dire que c'est une opportunité et que ça crée des bénéfices d'investir dans la biodiversité. Et oui, parce qu'il y a des rapports, ça a été démontré assez récemment que 1 euro investi dans la biodiversité, ça génère 1,30 € de production et 1,60 € de valeur ajoutée, par exemple. 1 million d'euros investis dans la biodiversité, c'est environ 20 emplois. Donc c'est pas rien quand même. Hein. Et tout à l'heure, Carlos parlait de forêt. Bah, je crois qu'il y a des chiffres aussi qui sont avérés. Investir dans 350 000 hectares de forêt génère, je crois, entre 7 et 30 euros par hectare de bénéfices. Donc c'est pas rien. C'est pas pour rien d'ailleurs que des acteurs comme Allianz investissent dans la forêt. Donc investir dans la biodiversité, c'est à la fois une nécessité de survie et c'est aussi une chance et une opportunité économique et financière. Voilà ce qu'on essaie de dire, nous, et on apporte de la connaissance, des données, avec Ifremer, avec tous les organismes scientifiques, hein, on n'est pas seul, pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Voilà en gros quel est notre rôle et notre démarche. Merci Pierre. Et c'est vrai que de suite, François, j'ai envie de savoir, côté Ifremer. Ce qu'on fait sur ces sujets, juste une première remarque, ça a été bien dit, on sait beaucoup de choses sur océan-climat. 93% de la chaleur, l'excès de chaleur est stocké dans l'océan. S'il n'y avait pas l'océan, on ne serait pas là aujourd'hui, etc. Bon, on sait beaucoup moins de choses sur océan et biodiversité. Tout à l'heure, on a évoqué les nombreux millions d'espèces. Kalina Raskin a donné un chiffre sur la surface du globe. Sur l'océan, il y en a 240 000 d'espèces qui sont connues hors micro-organismes. Mais quand on pose la question combien il y en a, on tourne à peu près sur les mêmes ordres de grandeur globaux que ce qui a été dit tout à l'heure pour l'ensemble de la Terre. En fait, on ne sait pas grand-chose. Donc on est engagé dans une sorte de course de vitesse où notre problème à nous, c'est à la fois d'alimenter la connaissance première, c'est-à-dire en savoir plus rapidement sur l'ensemble des ressources vivantes, la biodiversité qui est dans l'océan. Derrière, en savoir plus sur les fonctions, si je reprends ce que disait il y a un instant Pierre, c'est-à-dire par exemple ce stockage de carbone, cette pompe océanique qui en absorbe, va-t-elle être perturbée par le changement climatique? Probablement oui, parce qu'il y a des zones où il n'y a plus assez d'oxygène. Enfin, on sait à ce moment-là que la vie s'en va et que la pompe océanique ne fonctionne pas bien. On vient de découvrir récemment que dans les grands fonds, il y a plus de biodiversité que ce qu'on croyait, et que cette biodiversité, elle contribue à la pompe de carbone. Voilà. Donc la documenter, la connaître au sens premier du terme, hein, la description première. Alors on peut dire là on est loin de l'investissement, mais enfin la deuxième c'est de documenter les fonctions pour fournir les éléments pour emporter la conviction. L'autre jour on restituait avec INRAE une expertise scientifique collective sur l'impact des pesticides. Tout à l'heure, Kalina Raskin a dû parler, je crois, des plastiques. Ou c'est vous qui avez parlé des plastiques? C'était Kalina. Mais des pesticides, on en trouve aujourd'hui au pôle et dans les grandes profondeurs aussi. Alors pas dans des grandes quantités, mais on en trouve. Mais on sait documenter l'impact des pesticides sur les pollinisateurs dont Pierre a parlé. On sait absolument aujourd'hui rien documenter de leur présence dans les milieux océaniques. Absolument pas. Il n'y avait pas de données, pas de publication. Donc on fait ça. Puis le troisième élément de la course de vitesse, donc premier, il faut connaître. Deuxième, c'est documenter les fonctions pour pouvoir renseigner les uns et les autres sur les enjeux, les opportunités. Puis la troisième, c'est après, dans cet ensemble de connaissances qu'on va générer, mettre en place des dispositifs, les moyens pour que quand on a de la connaissance qui est intéressante, alors que ce soit pour des politiques publiques, parce que l'océan est un bien commun, et donc en tant que bien commun, il est souvent géré via des politiques publiques, ou que ce soit
pour des entreprises, pour de l'innovation, voilà, trouver les moyens de transférer avec les quelques exemples que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est une sorte de course de vitesse sur 3 fronts à certains égards, parce qu'on a besoin d'en connaître beaucoup plus. Et dernier point, vous connaissez les 17 objectifs du développement durable. Il y a quelques années, il y a un cabinet de consultants, dans les cabinets célèbres actuellement, qui avait fait une étude sur l'investissement dans les 17 ODD. L'ODD 14, celui de l'océan, c'est celui dans lequel il y a eu le moins d'investissement jusqu'à présent. Et donc il y a bien aussi un enjeu particulier dans ce domaine-là, mais qui est lié, je pense, dans une certaine mesure, au déficit de connaissances et puis aussi à ce caractère de bien commun qui font que l'océan il est un peu loin de nous, sauf à certains moments de l'année, mais voilà. Et puis pour certaines professions particulières. Bon, on y travaille ensemble sur voilà. ce déficit-là. En tout cas, c'est vrai qu'on a entendu qu'il y a un besoin de connaissance, il y a la connaissance qui veut aussi éclairer la science, la finance, et finalement, comment tout ça se connecte concrètement, comment on peut mettre en place des ponts pour agir et donc essayer d'aller très très vite pour être dans cette course de vitesse que vous mentionniez. Pierre, tu veux commencer ? Je pense que d'abord, il faut faut construire un langage commun. Ouais. Le langage des financiers n'est pas celui des scientifiques, pas celui des experts, pas celui des politiques d'ailleurs. Donc, si on veut pouvoir être à la hauteur des enjeux qui ont été très bien décrits, il nous faut créer ce langage commun et des indicateurs. Ça, on n'y coupera pas. Vous avez besoin d'indicateurs. Voilà, donc on y travaille. Vous y travaillez beaucoup. Mais il y a un moment où il faut une métrique pour pouvoir. Vos investisseurs ont besoin d'avoir des indicateurs d'impact et indicateurs d'évolution de l'empreinte. Donc, ça n'est pas facile, vraiment pas facile, parce que nous, on pilote un truc qui s'appelle l'Observatoire national de la biodiversité, mais ce sont des scientifiques qui produisent de la donnée, mais il faut qu'elle soit exploitable, cette donnée, ensuite, et synthétisable, comme la tonne carbone ou le degré. Voilà. Donc ça, c'est fondamental si on veut vraiment pouvoir avancer et parler le même langage, en fait, et faire effet de levier pour enfin être à la hauteur des enjeux. Pour moi, c'est le défi de travailler entre nous. Même langage et une mesure, une métrique. Bien résumé, Isabelle. François, est-ce que même position, une position assez voisine. Bon, il y a un véritable enjeu sur les données, sur le partage des données. Vous savez par exemple qu'il y a une politique européenne et française dite de science ouverte qui veulent que les données soient ouvertes. Moi, j'ai l'habitude de dire je veux que les sciences elles soient partagées. Donc c'est non seulement que les données soient disponibles, mais en plus qu'on puisse y accéder. Et ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose d'essentiel pour les raisons que Pierre a évoquées. Il faut pouvoir mesurer l'état, les changements d'état, les réactions aux mesures qui ont été prises, les réactions aux innovations, aux solutions proposées. Si on n'a pas ça, on n'a pas de boucle de progrès qui permet d'avancer. Donc ça, je crois que c'est effectivement essentiel. La question du vocabulaire aussi. Il y a enfin, je pense, le besoin de favoriser multiplier les dispositifs d'interaction. Alors c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs ensemble, mais tous les éléments qui vont permettre, soit comme je l'évoquais tout à l'heure, d'accueillir des gens qui ne sont pas de notre établissement, mais qui viennent chez nous parce qu'ils y trouvent de la compétence, favoriser aussi la dissémination, l'essaimage de collègues, favoriser le partenariat, dont on essaie de développer tout ce qui est recherche contractuelle avec les entreprises. Alors ça sort du champ de l'investissement, mais voilà, il y a besoin de multiplier ces dispositifs-là, pas de façon anarchique, mais de façon raisonnée, et puis de les amplifier. C'est vrai, apprendre à mieux se connaître pour travailler mieux ensemble. Et c'est vrai que je pense qu'avec Romain, qui est dans la salle, on a aussi fait travailler nos équipes ensemble, nos équipes de Swen et vos équipes. Et on voit bien que voilà, ça a besoin de se trouver, d'échanger, et ensuite les passerelles se mettent en place. Il y a cette question, ça a été très bien dit par Pierre, en général, mais sur l'océan, cette question de vocabulaire, et puis cette distance entre scientifiques et puis investisseurs, citoyens. Une chose très juste qui est dite, mais qui va au-delà de ce dont on parle là, sur l'océan, on a aussi besoin d'arriver à donner à voir à des Parisiens, puisqu'on était aujourd'hui à Paris, parfois même à des Bretons de l'intérieur qui ne sont pas au bord de l'eau. Et on en a un des Bretons. Il y a quelques Bretons là dans la salle. Hein. Voilà, mais je viens de Brest ce matin, donc voilà. Mais
mais aussi à donner à voir les enjeux et le fonctionnement. C'est Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, qui disait il faut remplir le gap émotionnel et que les gens se sentent concernés. Voilà, donc il y a quelque chose là à faire. Et ça sort un peu de ce qu'on dit là, mais ça renvoie quand même au très beau spectacle que vous avez fait au début, parce qu'à un moment, ça passe par de la médiation scientifique, ça passe par d'autres choses. Voilà, c'est pas l'objet de la table ronde, mais à un moment, il faut quand même qu'on soit touché pour avoir envie de se saisir de ces enjeux-là et de ces défis. Merci pour ce témoignage. On est touché en tout cas. Bien. Allez, il faut qu'on... parce on que est en là, au train de niveau dépasser timing, le là, timing. Est-ce que tu veux préciser quelque chose? Comment tu vois un peu le lien direct qu'on peut faire pour marier la connaissance, l'investissement, les particuliers? Comment tu vois ça? Et en même temps, je voulais juste préciser que Ophi aussi s'est opposé et a eu la posture la plus engagée. Donc, je pense qu'il y en a d'ici. Et j'ai vu ça et bravo, merci à vous en tout cas. Parce qu'en plus, il s'oppose au renouvellement des administrateurs et tout. Donc, c'est la position la plus engagée. J'ai pensé après, je me suis dit, j'espère que j'aurai la parole de nouveau. Alors, moi, je pense que déjà, il faut amener cette connaissance et cette compétence. Plus voir le particulier comme quelqu'un qu'on doit surintermédier. Il faut lui produire le contenu qui fera que demain, il sera capable de passer à l'action. C'est quand même dingue que vraiment dans ce secteur financier, un particulier ne puisse rien distinguer. Si vous faites le jeu de je choisis une pomme ou une courgette, un particulier est incapable aujourd'hui de faire cette distinction. Donc je pense que ça passe par de l'éducation aussi. Ça passe fortement par ça. C'est vrai que la finance et l'économie ne font pas partie des piliers éducatifs primaires aujourd'hui, de la manière dont on éduque les gens. Et je pense qu'en comprenant effectivement la manière dont ça fonctionne, on sera davantage capable de trouver des solutions et d'avoir moins peur, parce que c'est vrai que les postures assez obscurantistes reposent beaucoup sur la peur en fait du passage à l'action. On ne sait pas vraiment à quoi on va s'attendre. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça va nous mener, surtout quand on se sent matraqué de toutes parts, notamment pour les classes les plus populaires, par des injonctions permanentes. Et quand on entend parfois les leaders aussi patronaux, ça fait un peu peur sur la manière dont la transition écologique pourra être traitée par les entreprises, plutôt avec les plus précaires qui vont vivre cette transition. Donc je pense que ça passe effectivement par rompre avec le discours de la peur, par de la justice, dans la manière dont la transition écologique et la transition vers la biodiversité se fera. Et ça passera aussi par du prendre soin. En fait, finalement, l'externalité de la destruction de la biodiversité ou l'externalité climatique n'est que le résultat d'une politique parfois économique et parfois globale qui est assez destructrice, assez dominante. Et je pense que c'est aussi en repassant par des leaderships du prendre soin et de la solidarité, de la coopération qu'on arrivera à trouver les bons modèles. Voilà. Merci beaucoup, Eva. Benjamin, Carlos, un mot pour exprimer ça? On a dit il nous faut le même langage, des indicateurs, de l'émotion, de la formation, de l'éducation. Moi, je dirais, alors c'est pas très joli, mais il nous faut des modèles économiques. Si on veut qu'il y ait des investisseurs, si on veut que ça se développe, si on veut des capitaux, c'est peut-être aussi pour ça que pour le moment la biodiversité n'est pas dans les premiers grands secteurs d'investissement. Donc peut-être, je ne sais pas, développer l'incubation, les startup studios à impact qui se mettent sur ces sujets-là pour développer des modèles économiques. Oui, je suis aussi d'accord sur le fait que si on veut changer le monde, il faut lui connaître avant. Donc en langage commun sur la partie biodiversité est très important. En vrai, quand on voit un portefeuille qui est assez immense, quand on voit le portefeuille d'Allianz, il faut savoir quel est l'impact de chaque ligne de ce portefeuille sur l'environnement. Donc on travaille avec des partenaires aujourd'hui qui peuvent nous dire pour la majorité du portefeuille quels sont les différents impacts, quelles sont les pressions de chaque entreprise qu'il y a dans notre portefeuille afin de commencer à comprendre d'où vient. Parce qu'en toute humilité, il y a des impacts négatifs et on peut faire de l'impact impact investing qui est positif, mais il y a des impacts négatifs qu'il faut gérer aussi. Pour le moment, on ne pouvait pas trop comprendre qu'est-ce que la biodiversité était, mais je pense que ça va changer avec les années qui viennent et on va mieux comprendre les choses pour pouvoir faire les changements. Merci. Et du coup, là aussi, le sujet aussi commun, les datas. On en revient aussi. Donc, merci beaucoup à tous pour cette table ronde. Merci pour votre participation. Et écoutez, en tout cas... On peut les applaudir. On peut les applaudir. Alors, ne bougez pas. Non, ne bougez pas, parce que c'est vrai qu'on a, vous l'avez vu, un fil conducteur aussi. On a parlé beaucoup de solutions. Et Isabelle, cela me fait penser que sur le salon Change Now, il y a beaucoup de sociétés qui présentent des solutions. Mais oui, tout à fait.
On y va, parce que je crois qu'elles sont pas très loin. Pas très loin. Allez, on y va. À tout de suite. Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver ici, sur ce stand. Merci beaucoup, vous êtes les représentants de 2 belles sociétés nantaises. Alors, pour vous présenter, parce que beaucoup de personnes sont en train de vous regarder juste derrière cette scène, Hubert de Boisredon. Bonjour. Bonjour, Bonsoir. vous êtes le président directeur général du groupe Armor, leader des technologies d'impression. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de vous entendre il y a 3 ans. Vous avez filmé pour une des précédentes éditions de cette conférence. Et vous, Antoine Hamon, vous êtes le directeur général délégué, bonsoir, de Life, une French Tech spécialisée dans la production d'hydrogène que nous avons aussi le plaisir d'accompagner au Capital. Et vous êtes d'ailleurs présent sur ce salon comme solution partenaire de Swen. Alors, pour démarrer, on a envie de vous poser la question que vous nous présentiez vos entreprises et leur écosystème. On commence par Hubert. Alors déjà, bonsoir à tous et merci de votre confiance. Alors Armor, c'est on va dire, c'est une vieille entreprise puisqu'on fête nos 100 ans cette année. Armor, c'est le spécialiste de l'encre et des consommables d'impression, c'est connu comme ça. C'est le créateur du papier carbone, on parlait de l'Armor autrefois. Ça a été les rouleaux de fax, les cassettes de machines à écrire, les cartouches jet d'encre, les cartouches laser. Et plus récemment, les rubans dits transfert thermique. Alors c'est compliqué peut-être pour certains. En fait, ce sont les rubans d'impression qui impriment tout ce qui sont les étiquettes code barre et les informations variables sur emballage. Et nous sommes devenus, au cours de ces 20 dernières années, le leader mondial incontesté sur cette technologie. Donc, quand vous faites faire une prise de sang et qu'il y a une petite étiquette avec un code barre, sachez qu'il faut qu'il soit bien imprimé pour ne pas la confondre avec celle du voisin. Ça, c'est Armor. Et puis, au cours des dernières années, on s'est diversifié dans les énergies renouvelables, notamment, et dans la production locale à partir de notre savoir-faire. On pourra peut-être en reparler après. Et vous, Antoine ? Alors Life, on n'a pas 100 ans d'expérience. Life est né du constat qu'on avait besoin d'énergie décarbonée et qu'on parlait beaucoup d'énergie renouvelable, des éoliennes, des panneaux solaires, mais qu'avec ces énergies électriques renouvelables, on avait une contrainte de stockage, une contrainte de transport, et que ces énergies électriques n'étaient pas compatibles avec l'ensemble de la mobilité ou de l'industrie. Et donc il fallait apporter une nouvelle solution. Et heureusement, on a des solutions qui existent. L'hydrogène en est une, l'hydrogène par électrolyse, sauf qu'aujourd'hui, quand on parle d'hydrogène, il y a beaucoup d'hydrogène qui est issu des énergies fossiles. Nous, chez Life, ce qu'on fait, c'est qu'on produit de l'hydrogène à partir des énergies renouvelables, donc sans émission de CO2. Et quand on regarde le globe qu'on a au-dessus de nous, on voit que ce qu'on a autour de nous, c'est beaucoup d'eau. Et donc dans l'eau, il y a énormément d'hydrogène et beaucoup de vent. Et ce qu'on peut faire avec des éoliennes, c'est de l'électricité. Et quand on associe les deux, ce qu'on fait chez Life, c'est vraiment qu'on associe les deux. On associe l'intérêt et l'hydrogène qui est dans l'eau, avec l'énergie qui n'émet pas de CO2, on en fait de l'hydrogène qu'on va pouvoir stocker, distribuer dans la mobilité, dans l'industrie et dans tous les usages. Et c'est ce que vous avez fait à Bouin, premier site en Vendée. Exactement, donc un cas concret qui prouve qu'aujourd'hui, on est à Change Now, donc aujourd'hui on est capable de faire de l'hydrogène vert, sans émission de CO2, d'alimenter des usages. Donc aujourd'hui on alimente des bus, on alimente des chariots élévateurs, on alimente des camions poubelles, on alimente des voitures. Et aujourd'hui, c'est disponible en Vendée à partir d'eau de mer et de vent. Dans les territoires. Dans nos territoires. Ah ben super. Vous avez tous les deux entendu parler nos précédents speakers à la table ronde. On a parlé d'adaptation. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, Hubert, dans votre quotidien chez Armor? Alors pour nous, ça a été 2008, une expérience fondamentale. Pour moi, de regarder le film La vérité qui dérange du vice-président Al Gore, un choc, prise de conscience de la rapidité du réchauffement climatique et de se dire comment on adapte une vieille entreprise comme Armor par rapport à ces enjeux.
Et là, ça a été le début d'une révolution. Des équipes ont travaillé ensemble en se disant, voilà, c'est quoi notre savoir-faire? Notre savoir-faire, c'est derrière l'encre, c'est la formulation. Derrière les films, le carbone, les rouleaux de fax, les rubans de transfert thermique, en fait, on a un savoir-faire d'induction de couches minces sur film mince. Et on s'est dit comment on peut mettre cette technologie au service des énergies renouvelables, de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ce qui est incroyable, c'est que les équipes sont revenues avec 2 projets complètement innovants. Le premier, c'est de dire, on pense qu'on pourrait réinventer les panneaux solaires silicium classiques qui sont opaques, rigides, qui pèsent à peu près 10 kg du mètre carré et qui sont importés en grande majorité, plus de 95% de Chine. On pourrait en faire des films souples et minces en enduisant sur les films, comme on le fait sur l'impression, des couches de polymères organiques. Et en fait, pour en faire des produits souples et minces. Voilà. Incroyable. Donc ça, c'est un Voilà. bel exemple Ça, d'adaptation. c'est un bel exemple d'adaptation. Et là, Vous avez amené... Voilà, en fait, on vient de couvrir par exemple, le Centre international de R&D de Novartis en Suisse, avec nos films qui ont comme caractéristique de pouvoir couvrir toute surface exposée à tout type de lumière, incluant des surfaces de béton, courbes, etc., puisque la caractéristique de ce film, c'est qu'on peut le découper, on peut en faire ce que l'on veut. Incroyable. Voilà, ça, c'est une adaptation. Incroyable. Ah non, mais très, très intéressant. Antoine, chez Life, l'adaptation, c'est quoi? Alors pour nous, l'adaptation, c'est plutôt accompagner l'adaptation de la société au réchauffement climatique, aux changements climatiques qui sont devant nous. C'est accompagner le changement, la transition d'énergie à partir des énergies fossiles et aider les gens à passer vers les énergies renouvelables. Pour ça, on a besoin d'électrifier, on a besoin d'énergie renouvelable, mais on a besoin aussi de gaz. Et comment on fait du gaz? On le fait grâce à l'hydrogène. Et aujourd'hui, le problème auquel on répond chez Life, c'est les usages. Aujourd'hui, on a tous l'habitude de rouler avec une voiture et de faire presque entre 500 et 1000 km avec notre voiture en faisant un plein en 2 minutes. Il va falloir s'adapter. Aujourd'hui, on a du mal à s'adapter en tant que société, à s'arrêter beaucoup plus longtemps pour remplir une batterie, à avoir un chargeur chez soi pour remplir sa voiture. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est accompagner cette transition, accompagner cette adaptation en proposant finalement une énergie qui va avoir une logistique assez proche de ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Notamment aussi dans les collectivités ou dans les industries qui utilisent beaucoup de gaz. Finalement, eux, ils ont des changements assez faibles à faire dans leur process et ils passent en fait à une énergie zéro émission dans une adaptation assez simple. Très bien, merci. Excellent exemple. Alors, Uber, alors ça c'est bon, c'est pas mon... Merci Isabelle. Vous avez écrit en 2021 L'esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé. Et effectivement, vous partagez vos convictions, vos engagements dans tous les domaines. Et c'est vrai que c'est un livre passionnant, de la création de la banque Microcrédit Contigo jusqu'à Armor et tout depuis la reprise en 2004 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, nous l'avons lu de façon très attentive et retrouvé un certain esprit de ce qui anime SWEM, de façon modeste, évidemment. Alors, il y a beaucoup de messages forts dans ce livre. Est-ce qu'il y en a un ou deux particulièrement que vous voudriez passer à l'ensemble de nos invités ici présents? Ouais. Alors, merci beaucoup, Jacques. C'est vrai que c'est un livre très personnel que j'ai écrit à la demande d'un éditeur, notamment pour encourager des entrepreneurs qui veulent oser prendre des risques. Mais ce que je veux dire, c'est que innover, prendre des risques, ça demande de traverser en soi, en fait, la peur de perdre. Et c'est pas forcément évident. Donc c'est le passage de dire voilà, on aime bien nos zones de confort parce qu'en fait faire toujours ce qu'on a fait, on est sûr de réussir. Et innover, comme par exemple sur les films photovoltaïques, c'est pas si facile parce que ça expose à la possibilité qu'on n'arrive pas aussi vite qu'on aimerait. Et je pense que pour moi le leader, et c'est un message du livre aussi, le leader pour moi c'est quelqu'un qui est capable, le premier, de prendre le risque de traverser un certain inconfort, peut-être le risque de perdre, pour entraîner les autres dans une innovation. Et je pense que vous êtes l'exemple pour moi par tous ceux qui sont là, toutes les entreprises que vous soutenez, c'est qu'au nom d'une cause supérieure, et là c'est le fait d'arriver à transformer le monde dans cet enjeu absolument terrible, avec tout ce que vous disiez sur la biodiversité, etc., il faut aujourd'hui
des bâtisseurs, ce qu'on appelle des bâtisseurs d'essentiel, d'une certaine façon, qui, comme au moment de la résistance dans la Deuxième Guerre mondiale, se sont levés en prenant le risque, et c'est grâce à ça qu'on est libre aujourd'hui. Et je pense que le défi aujourd'hui est de la même nature, et c'est ça que je cherche à véhiculer dans ce livre. Osons être ces bâtisseurs d'essentiel qui prenons des risques. Bon, c'est pas facile, mais ça donne énormément de joie. Alors, c'est vrai, bâtisseur d'essentiel, et c'est vrai que c'est un beau message. Et il faut qu'on soit tous dans cette direction-là, qu'on travaille tous entre scientifiques et financiers. Alors, vous, Antoine, vous êtes un des dirigeants de Life, spécialiste de l'hydrogène vert, on en a parlé tout à l'heure, et qui voit la vie en vert, hein, de plus en plus, puisque ce profil, lundi 23 mai, une introduction en bourse, donc pour lever des montants pour accompagner cette transition, parce qu'on est là pour faire de l'impact et du positif. Hein. C'est ça qu'on recherche avant tout. Quel message vous avez évidemment envie de passer à nos invités? Alors je voulais rebondir sur cette notion de oser. Oser, c'est ce qu'on a fait en Vendée. On a lancé Life en 2017. En 2017, on n'entendait pas parler d'hydrogène. Aujourd'hui, on entend dans beaucoup de conférences parler d'hydrogène. Et on a levé nos manches et on a monté ce premier site en Vendée à partir de 2019. En 2 ans, entre le moment où on a trouvé le terrain et l'écosystème favorable, on a monté un site et on est capable aujourd'hui de livrer de l'hydrogène à des tarifs compétitifs et décarboner notre environnement. On arrive à le faire aujourd'hui, et aujourd'hui notre ambition, c'est de le faire partout. Et c'est de permettre à tous les écosystèmes, à toutes les régions, de se développer et de proposer des carburants renouvelables sans émissions de CO2. Plus largement, chez Life, on voit, j'aime bien regarder ce globe au-dessus de nous, on voit que notre capacité de développement va aussi aller vers l'offshore. Et chez Life, on développe des solutions qui vont nous permettre de développer massivement l'hydrogène pour faire baisser les coûts au niveau de l'offshore. Et aujourd'hui, le message vraiment qu'on veut faire passer, c'est que si on ose, on a des solutions. Nous, on est prêt à accompagner dans ce développement. On a des solutions pour tout le monde. Et donc, osons. Et alors, il y a des synergies entre vos deux entreprises, deux sociétés nantaises, parce qu'Isabelle le disait tout à l'heure. Alors, on en parlait justement tout à l'heure. Bien sûr, il y a des synergies dans la production d'énergie, parce qu'on peut, sur des territoires, développer des panneaux solaires pour lesquels qu'on va utiliser pour faire de l'hydrogène. Et en plus, on parlait de synergie, potentiellement, il y a énormément de technologies qui sont développées chez Armor qui peuvent être utilisées pour optimiser les équipements qu'on utilise, les électrolyseurs ou les piles à combustible. Oui, exactement. Et je dirais que la vocation d'Armor, c'est de devenir de plus en plus un groupe industriel de développement durable, c'est-à-dire utiliser notre technologie pour accompagner ce mouvement d'évolution de la société. Et on est engagé dans le solaire. On a créé des films collecteurs pour améliorer la performance des batteries électriques de 15 à 20%. Et si on peut coopérer dans l'hydrogène, notamment pour fabriquer des composants pour les électrolyses, par exemple, ce serait tout à fait une évolution qui va dans le sens de la vocation d'Armor, et j'espère qu'on va pouvoir le faire ensemble. En tout cas, c'est super de se retrouver avec Antoine et Mathieu aussi l'autre jour pour tout ça. Exactement. Nous, on peut être ravis de voir cette coopération. Un grand merci. Merci infiniment à vous deux pour votre temps. On vous retrouvera évidemment au cocktail. Et avec Isabelle, on aura le plaisir de vous offrir le livre d'Hubert de Boisredon, L'Esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engageant. Vous verrez, c'est passionnant, évidemment, à partager à toutes ces équipes, en famille. C'est énormément de choses positives pour nous tous. Et alors Jérôme, là, on passe de suite à la dernière partie de soirée parce qu'on va avoir la remise des prix avec nos sociétés de gestion qui vont être honorées. J'invite à distance Emmanuel Parmentier du cabinet Indéfi, notre partenaire fidèle depuis le lancement des ESG Best Practices au Nord, à monter sur scène pour prendre la main pour la remise des prix. Bonsoir à tous, merci de cet accueil. Merci évidemment à Swan d'avoir choisi à nouveau pour la 9e année Indéfi comme partenaire pour cette remise de prix. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Indéfi c'est un cabinet de conseil en stratégie, 85 consultants à Paris et à New York, dédié aux investisseurs financiers. Et j'ai le plaisir de diriger notre équipe finance durable, de conseil en finance durable, forte de 25 consultants.
Alors, je vais prendre juste 1 minute pour vous décrire comment fonctionne ce prix. La première chose, c'est la sélection des nominés. Donc la base de départ, c'est plus de 150 sociétés de gestion qui répondent au questionnaire annuel de Swen. Un premier filtre d'exclusion des acteurs qui ne rempliraient pas les critères minimaux sur des pratiques standards ESG comme la signature des PRI, par exemple. Un deuxième analyse quantitative sur la base des réponses à ce questionnaire. Et enfin, un troisième analyse qualitative sur les commentaires que les sociétés de gestion font dans ce questionnaire. Donc, n'hésitez pas l'an prochain à écrire des commentaires, du qualitatif, puisque c'est utilisé, ainsi que tous les documents publics que les sociétés de gestion publient sur leurs initiatives depuis 2 années. Aboutissent donc à un résultat de 14 nominés, et ensuite il faut les départager. C'est pour ça qu'il y a un jury de 13 membres qui a accueilli 2 nouveaux membres cette année. Benjamin Friedrich, que vous avez vu tout à l'heure, de Enoui, et Marie Luchet, de la société ACA. Le jury, c'est 3 heures de discussion intense, des votes à majorité simple, des fois des deuxièmes tours, des discussions acharnées pour sélectionner donc 3 sociétés de gestion ayant eu des pratiques remarquables dans les 2 dernières années. Que dire de plus que évidemment ni Swen ni Indéfi ne votons à aucun de ces catégories, et il en va de même pour les membres du jury qui auraient un conflit d'intérêts avec un des nominés. Voilà, je ne prends pas plus de temps et passons maintenant à la remise des prix. Je prends mon petit papier et j'annonce donc j'invite Karine Lesmariés de la Maïf et Benjamin Friedrich d'Enoui à me rejoindre sur scène pour la remise du prix dans la catégorie Private Equity. Bonsoir à tous. Pour ce premier prix, donc le jury a choisi de récompenser une société de gestion qui s'est engagée de longue date dans une démarche ESG et qui a, en raison de cet engagement, déjà été nominée à plusieurs reprises au BPH. Mais cette société ne s'arrête pas là, puisqu'elle a récemment signé une nouvelle initiative, les OPIM, Operating Principles for Impact Management, initiative qui témoigne de son engagement d'aller plus loin en adressant les enjeux de la donnée et en contribuant à apporter des solutions aux problématiques et enjeux environnementaux et sociaux qui ont pu être évoqués tout au long de la soirée. Et nous avons donc le très grand plaisir de remettre ce prix à Quadriga. Bravo. Congratulations. Please, a few words. Thank you very much. I'm very honored, honestly, to receive this prize. I think Sven and Quadriga has something in common. We both became signatory of UNPRI back in 2012, so also we started a very long time ago and developed a fully integrated ESG strategy over the years and tried to improve that year by year. And as you just said, 2 years ago, we considered to add also an impact component into our sustainability strategy and became signatory of the operating principles of impact management 1.5 years ago. And just last week, we disclosed also our first disclosure statement on the IFM in Washington, where we claim and fully integrated all 9 principles into the operating procedures of Quadriga Capital. So I'm very grateful to be here today, and thank you very much for this prize. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Et donc nous passons sans plus attendre à la deuxième catégorie, la catégorie infrastructure. Et donc j'appelle à me rejoindre sur scène Stéphanie Luong des PRI et Sabine Castellan-Poquet
de la Massif. Bonsoir à tous. Donc tout d'abord, le choix a été très difficile, mais le jury a finalement choisi en fait une société qui tout d'abord. Ah oui. Et du coup, le jury a préféré en fait une société qui a mis en place en fait un système, un outil qui permet en fait de mesurer l'impact de la contribution aux ODD, que ce soit au niveau d'un projet, du fonds, mais aussi au sein de la société. Et aussi, en fait, le jury a vraiment apprécié le lancement de fonds innovants, notamment un fonds qui s'appelle The Urban Resilience Fund, qui a pour objectif, en fait, d'investir dans des projets d'infrastructures essentiels en Europe et en Afrique. Et j'invite à nous rejoindre sur scène Meridiam. Ginette. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Au nom de Meridiam, je remercie évidemment Sven et les membres du jury pour ce prix qui souligne des années de travail, en fait, et un travail qui a été porté par une volonté quand même affirmée de Meridiam d'être toujours proactive et innovatrice dans le développement d'outils et d'approches qui nous permettent aujourd'hui d'intégrer les objectifs de développement durable et de prendre en compte donc les enjeux climatiques dans l'ensemble de nos activités. Et comme vous avez souligné, on a travaillé beaucoup sur le développement d'outils, notamment Simple et la plateforme LP, qui nous permet donc de partager de l'information sur la performance de nos actifs et de nos portefeuilles en termes de contribution aux objectifs de développement durable. Il y a également la stratégie TURF, qui est un fonds dédié à l'investissement dans les infrastructures qui participent à la résilience urbaine, en Afrique, en Europe principalement, et aussi évidemment la transformation de Meridiam en société de mission et l'établissement d'objectifs qui sont notamment basés sur les objectifs de développement durable et notre capacité à générer des impacts positifs et des co-bénéfices avec nos actifs. Vous avez sûrement noté que j'ai un accent. Donc, pour moi, quitter le Québec en 2016 pour rejoindre un fonds d'investissement après une assez longue carrière en études environnementales et sociales, c'est un pari. Mais j'étais déjà convaincue et je savais que Meridiam et Dirideo avaient à cœur de l'intégration de ces sujets-là et la finance impact dans son modèle d'affaires. Donc, c'était pour moi une manière de vraiment aller de l'avant avec le développement durable. Mais je n'avais jamais anticipé qu'on pourrait aller aussi loin dans le développement d'approches méthodologiques, d'outils et de travail pour vraiment mener à terme cet objectif d'impact. Je vais remercier encore Sven puis pour le chemin qu'on a parcouru ensemble au cours des dernières années. Nous sommes très, très fiers d'être associés à un investisseur qui, comme nous, est un pionnier dans l'impact investment. Donc, et votre confiance nous honore beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Tenez. Bravo. Félicitations. Merci. Et donc, nous allons passer au troisième prix. C'est le prix du jury.
Alors chaque année, ce prix du jury, il a un angle, un thème. Et cette année, le thème, les membres du jury vont vous le dire, était plutôt social et sociétal. Alors pour remettre ce prix, j'appelle donc Carole Imbert de Shell Prince et Sabrina Cadalan de Crédit Mutuel Arkea. Bonsoir à tous. Alors ce prix, le prix spécial du jury, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, en plus, vous allez voir, dans une actualité qui n'est pas forcément évidente. Donc notre lauréat a comme ambition de certifier l'ensemble de ses investissements immobiliers, à la fois la partie immobilière, mais aussi, j'allais dire, la composante, le dessin. Donc faire attention dans des résidences qui peuvent être étudiantes, mais aussi pour les personnes âgées. Et je pense que vous voyez là où j'en viens. C'est l'accès, l'accessibilité, le confort, faire attention aux personnes qui y habitent. Leurs résidences sont certifiées par un label qui s'appelle Fitwel. Et ce label, en fait, ils ont été partie prenante pour définir le référentiel. Donc c'est à la fois être acteur, moteur, et puis derrière, montrer les bonnes pratiques. Alors ce prix, il est aussi un petit peu spécifique, c'est que c'est un acteur qui n'avait jamais été primé. Donc c'est aussi quelque chose auquel on a fait très attention. Alors Sabrina, à toi. Alors c'est avec grand plaisir que nous décernons le prix spécial du jury à Harrison Street. Thank you. We're so honored to be here and excited to be part of this and among so many great firms that are truly making an impact and a difference. For us, we're very focused on our key stakeholders, as mentioned, and so when we think about outcomes for students and patients, we want to make sure that we're doing the best that we can kind of across the board from an ESG perspective, so focused on healthy and sustainable communities. So very, like I said, very honored to be here, and thank you, merci. Congratulations. This one. Et merci Xavier Gors encore pour ces magnifiques dessins. Thank you. Thank you. Isabelle, Jérôme, je vous rends la parole Eh ben, pour la écoute, conclusion. On la reprend. On la reprend. Merci beaucoup Merci. à tous les trois. Merci. Alors, voilà, ça touche à sa fin, puis je pense que vous avez tous envie de vous retrouver au cocktail juste derrière nous, derrière le globe. Merci au jury. Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure, le jury, c'est un jury indépendant qui décide sur la base de travaux qui sont réalisés par Emmanuel et ses équipes. Donc bravo au jury, un grand bravo également aux gagnants de cette 9e édition. Et Isabelle l'a rappelé tout à l'heure, vous l'avez vu, les dessins de Xavier Gors nous accompagnent depuis le début. Donc c'est une vraie belle aventure. Xavier, un grand merci pour tes dessins. Et merci à tous les intervenants qui sont venus ce soir. Merci aux artistes également, beaucoup d'émotions qui étaient là pour démarrer la soirée. Donc on est très satisfaits de vous avoir tous enfin de retour physiquement. Alors, pour la réalisation de cet événement, évidemment, ce n'est pas nous deux, c'est toute une équipe, c'est l'équipe Swen que nous remercions vraiment très fortement. On remercie Chantal et Charles Hervé, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu également. Thomas qui nous accompagne aussi. Et donc nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, ce sera la 10e édition. La 10e édition, et puis j'ai quand même 2-3 merci encore à faire, et c'est fini après. Moi, merci aux équipes de Change Now, et particulièrement Marie, pour tout ce qu'elle a fait. Merci à nos partenaires fidèles, je l'ai dit tout à l'heure, un défi, Phil Fisher, qui nous ont accompagnés. Et puis merci également à nos actionnaires, parce qu'on est là grâce à eux, donc le groupe OFI et Arkea. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Et maintenant, place au cocktail et belle soirée juste derrière.